Voilà, donc bonjour, bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats CBA. Aujourd'hui, un sujet de fiscalité internationale, révolution fiscale à Dubaï, création d'un impôt sur les sociétés. Donc, je me présente préalablement, maître Georges-David Benayoun, avocat fiscaliste au barreau de Paris, et nous accompagnons de nombreuses personnes et sociétés dans le cadre d'expatriation ou de création de structures à l'étranger. Et c'est à ce titre-là que je considère que la création d'un impôt sur les sociétés à Dubaï est intéressante, puisque ça va ouvrir un nouvel aspect, même si vous verrez que la fiscalité telle qu'elle a été pensée à Dubaï n'est pas tout à fait ce qu'on peut penser vu de Paris et les informations qu'on voit souvent dans la presse. Donc voilà, je vais commencer. Il faut aujourd'hui considérer que Dubaï, c'est jusqu'à présent un véritable paradis fiscal. Paradis fiscal parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, et puis il y a un cadre conventionnel extrêmement favorable à Dubaï. Je vous donne par exemple un exemple. Si vous êtes résident fiscal aux Émirats arabes unis et que vous êtes associé d'une structure française, lors de la distribution de dividendes par cette société française à un résident des Émirats arabes, il n'y a pas de retenue à la source. C'est une des très rares exceptions. Généralement, dans le cadre des conventions signées par la France, on a une retenue à la source vers les personnes physiques de l'ordre de 15%. Vers Dubaï, on n'a pas du tout de retenue à la source. Ce qui explique d'ailleurs que dans la convention entre la France et les Émirats arabes unis, on a une disposition dans l'article 19.2 qui nécessite de faire très attention lors de son installation à Dubaï, puisqu'on explique que si vous remplissez les conditions de l'article 4B du Code général des impôts sur la résidence fiscale, donc la définition dans le droit interne français, la convention ne peut pas s'appliquer. Or, je vous explique que dans une convention fiscale, on va regarder des critères de chaque pays, dans chaque pays, puis dès qu'un critère est uniquement rempli dans un pays, on ne va pas aller plus loin. Dans la convention dans le Code général des impôts, on a trois critères principaux: le foyer d'habitation habituel, le centre des intérêts économiques et la durée de séjour. Il suffit de remplir une de ces trois conditions pour être considéré comme résident fiscal français. Donc, c'est un paradis fiscal et il faut faire attention. Donc, on a eu une annonce la semaine dernière sur la création d'un impôt sur les bénéfices. Extrêmement important. Alors, comment il explique? Il explique par la volonté de s'aligner sur les marchés mondiaux et sur les normes fiscales internationales, et par le fait que Dubaï ait signé l'accord concernant la taxation minimum universelle de 15%. En réalité, vous allez voir, on a une application relativement restrictive et c'est plutôt fait pour une présentation générale, une présentation vis-à-vis de l'extérieur et donner l'impression qu'on va commencer à faire payer un impôt société que réellement faire rentrer des sommes importantes. Même si c'est plutôt nouveau à Dubaï d'avoir un impôt société. Alors, il y avait des textes, il n'y a pas d'application auparavant. C'est quoi le fonctionnement de cet impôt société tel qu'il est prévu et tel qu'on le comprend aujourd'hui? D'abord, une mise en application relativement tardive, 1er juin 2023, et elle s'appliquera aux bénéfices générés à compter de cette date et de cet exercice. On comprend qu'il faudrait avoir des exercices ouverts à compter du 1er juin 2023. Donc, si vous êtes sur un exercice à Dubaï du 1er décembre au 31, du 1er janvier au 31 décembre, vous n'aurez une application qu'à compter du 1er janvier 2024. Le taux, 9%. Alors, ils expliquent qu'il est extrêmement compétitif au niveau mondial. Je confirme. Ça fait partie des taux les moins élevés, surtout quand on regarde l'application plutôt générale. Alors, ça concerne que les sociétés, pas les personnes physiques et pas les structures transparentes.
et des sociétés, mais ça à Dubaï on a plutôt l'habitude, dont on a un chiffre d'affaires supérieur à quasiment 90 000 euros. Bon, donc on va dire que ça concerne quand même un grand nombre de structures. Très important sur la compréhension de ce taux d'impôt société. On a un certain nombre de litiges. Nous, on les voit entre des structures françaises et des structures dubaïotes, c'est-à-dire des contestations de l'administration fiscale sur de la facturation. C'est vrai que le fait d'avoir un impôt société à Dubaï peut être un élément de défense. Nous, notre première constatation, c'est que souvent les personnes, lorsqu'ils font des contrats entre des structures françaises et des structures dubaïotes, d'abord, on ne voit pas de réalité obligatoirement économique dans la structure dubaïote. C'est-à-dire qu'on n'a pas de locaux, on n'a pas de salariés. Et puis, lorsqu'on dépasse ce stade-là, on se rend compte que les contrats sont souvent mal rédigés. On n'est pas capable de démontrer l'effectivité des prestations et derrière, le prix ou le coût normal de la prestation réalisée. Or, c'est le b.a.-ba d'un contrat signé même entre des structures françaises et donc on a souvent des contestations et des non-déductibilités de prestations venant de Dubaï à ce titre-là. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on est, même avec un impôt société de 9%, qu'on peut facturer n'importe comment, n'importe quoi. Si vous facturez une société française et que la somme n'est pas déductible, ça risque de poser quelques difficultés. Alors, maintenant, on va voir l'application. L'application, on voit à Dubaï, on a deux types de structures. La mainland et la free zone. Alors, la mainland, pour vous expliquer, c'est plutôt la structure des Émirats arabes unis, la structure classique. L'entreprise locale, la localisation, elle est libre. On est libre de détenir, de réaliser n'importe quelle activité. Et on avait, alors c'est une disposition qui a été modifiée, on avait l'obligation d'avoir des Émiratis pour au moins 51% du capital. Donc, ça, cette disposition, elle a évolué. Donc, la mainland, en réalité, se rapprochait énormément de la free zone. C'est principalement cette structure qui va être imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc, on va dire c'est la structure dubaïote ou des Émirats arabes unis, par essence, par nature, concernée par ce mécanisme-là. Concernant les free zones est la société qui est privilégiée dans le cadre des investissements étrangers. Donc, généralement, lorsque vous décidez d'aller vivre à Dubaï, la structure que vous allez créer et qui va vous permettre d'obtenir un visa est une structure free zone. Les zones géographiques sont extrêmement limitées, mais de mémoire, on a plus de 350 free zones, donc c'est énorme, et on a un certain nombre d'avantages fiscaux. La détention est possible à hauteur de 100% par des étrangers. Donc, on voit bien qu'on a deux types de structures, un type de structure classique et un type de structure qui se rapproche plus de ce qu'on appellerait, nous, souvent des offshore, même si ce n'est pas une offshore. Et là, c'est là où on va se rapprocher de la notion de offshore. On va regarder si cette structure a une activité sur le territoire émirati. Soit elle a une activité, et dans ce cadre-là, on va avoir une imposition sur les bénéfices à hauteur de 9%, soit elle n'a pas d'activité sur le territoire émirati, et donc on aura une non-imposition. Alors, cette distinction est un peu classique, et effectivement, elle fait penser aux structures offshore que l'on connaît classiquement, on va dire, à Hong Kong. Sauf que ça va nous poser un problème à l'avenir, parce que je considère qu'en faisant une distinction entre des structures qui sont imposées et des structures non imposées, certaines ne vont pas pouvoir bénéficier de la protection de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis.
Donc, à l'avenir, on aura un type de société qui va bénéficier de la protection de la convention, la mainland et la free zone qui est imposée parce qu'elle a une activité sur le territoire émirati. Et puis, les autres structures dont les relations internationales avec les pays de l'OCDE et notamment la France pourraient à terme poser problème puisque on va considérer plus qu'on a un IS à 0 à Dubaï, mais qu'on a 2 taux. Et donc, on va se rapprocher et risquer d'avoir des dispositions anti-évasion fiscale. Notamment, on a un certain nombre de dispositions anti-évasion fiscale dans le Code général des impôts qui pourraient être amenées à s'appliquer dans ce cadre-là. Donc, très important, toutes les activités commerciales d'une personne morale seront imposables si elles sont situées dans la mainland ou en free zone s'il y a une activité sur le territoire. Exemple, restaurant, salon de coiffure et esthétique, c'est des cas classiques que nous, on a l'habitude de voir. Donc, on voit une évolution à Dubaï, plutôt pour coller à l'évolution internationale en matière de fiscalité et notamment l'application du taux de 15%. Après, il y a un autre élément plus important que les 9%, c'est comment va être constituée la détermination de l'assiette de l'impôt. Je m'explique et je vais vous prendre 2 exemples. En France, on a une assiette qui est extrêmement limitée puisqu'on a la notion de l'acte anormal de gestion. Il faut qu'on soit dans une activité, toutes les charges doivent être prouvées au prix normal, ne pas correspondre à des besoins personnels. Cette notion d'assiette très restrictive, elle est déjà plus la même dans pas mal de pays d'Europe, mais elle est par exemple plus du tout la même en Asie. En Asie, vous pouvez notamment émettre un certain nombre de dépenses personnelles parce qu'on considère que les dépenses personnelles sont inhérentes à la qualité du chef d'entreprise. Alors qu'en France, vous êtes bloqué de tous les côtés. Donc, la vraie question qui va se poser à l'avenir, et je pense que c'est aussi la raison d'une application relativement éloignée, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette assiette de 9%? En produit, c'est relativement facile. En charge, c'est déjà un peu plus compliqué. Surtout que je vous rappelle que beaucoup de sociétés, notamment en free zone, n'avaient pas de comptabilité. Alors, à ce titre-là, je voudrais faire une remarque parce que moi, j'exige de mes clients qu'ils tiennent une comptabilité, parce que par définition, ils sont très souvent résidents fiscaux préalablement, on va dire, européens, et que si un jour ils souhaitent quitter les Émirats arabes et revenir avec de l'argent qu'ils auraient gagné là-bas, il faudra prouver les flux et sans comptabilité, ce sera très difficile pour eux de faire des transferts d'argent vers des banques européennes. Et on a ce souci-là en permanence. Donc là, pour le coup, avec l'application d'un impôt sur le bénéfice, la comptabilité, la tenue d'une comptabilité sera nécessaire. On ne sait pas encore s'il y aura plusieurs mécanismes entre du réel, du simplifié, mais voilà les éléments principaux qu'on pouvait vous donner. C'est quand même une application, une disposition qui a été annoncée il y a, je crois, une quinzaine de jours, même pas, par le gouvernement des Émirats. Voilà, l'évolution est à suivre. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement une catastrophe, un taux de 9%. Faut juste savoir gérer. Et puis, il faudra aussi regarder, est-ce que la rémunération du dirigeant est considérée comme une charge? Parce que si la rémunération du dirigeant est considérée comme une charge alors qu'il ne paye pas d'impôts à Dubaï, vous comprenez que vous aurez intérêt à écraser votre résultat avec la rémunération du dirigeant. Donc, pensez une chose, pas uniquement au taux d'imposition, mais souvent à l'assiette. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait souvent, lorsque je réponds à des interrogations de clients qui me disent « mais tiens, ce pays a créé un impôt ou un régime fiscal privilégié », je leur dis « oui, mais attention parce que derrière, ce pays a une application très stricte de la définition de l'assiette ou du bénéfice ou même de la personne physique. » Donc, derrière les effets d'annonce, il faut toujours regarder ce qu'il y a. Je pense qu'ici,
ouvertement, c'est une réponse à l'OCDE pour venir s'appliquer, mais Dubaï étant une place quand même importante du commerce international, les principales sociétés sont en free zone, donc de toutes les manières ne pourront pas l'impôt sur les sociétés. Voilà ce que je voulais vous expliquer ce matin. Je reste à votre disposition et vous avez les coordonnées de mon cabinet en cas de questions. N'hésitez pas. Je vous remercie, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire du cabinet CBA. Merci. Au revoir.